Ronsard parle des villes de Loire en 1569. À la Renaissance, on occupe et on exploite le fleuve, ses rives, ses ponts, et on commence à penser à la beauté de la ville. La présence des rois dans le Val-de-Loire favorise le développement des villes. Au début du XVIe siècle, Amboise compte déjà 2400 habitants, Tours environ 20 000 et Saumur entre 8 000 et 10 000 à la fin du siècle. Les villes se protègent toujours. Leurs remparts connaissent alors une dernière vague de renforcement. Avec sa nouvelle enceinte, la superficie d'Orléans double et abrite 15 000 habitants. Les villes s'embellissent, les hôtels de ville apparaissent. Les portes monumentales décorées arborent fièrement des blasons, comme à Amboise en 1479, où l'on sculpte les armes du roi avec 2 angelots qui les présentent. Les rives sont de plus en plus aménagées. En dehors des fortifications, quelques plateformes renforcées par des pieux sont construites pour accueillir des embarcations. Le port neuf de Blois, de la première moitié du XVIe siècle, est le premier aménagement portuaire maçonné de la ville. En 1463, à Amboise, le roi ordonne de planter des pieux dans les grèves en amont du pont et de les remplir par des gravats venant des travaux du château pour y faire une belle allée. Au début du XVIIe siècle, à Saumur, les berges sont consolidées par des murs en pierre. Elles sont occupées. En effet, certains métiers comme les tanneurs, teinturiers, lavandières ou bouchers s'implantent par commodité près de l'eau, en dehors des fortifications, pour des questions de salubrité et dans un ordre bien réfléchi pour ne pas se nuire les uns aux autres. Les hospices sont également au bord du fleuve. À Amboise, le prieuré Saint-Sauveur, installé sur une presqu'île aujourd'hui disparue, sert pour isoler les malades. La propreté est un problème et les maladies infectieuses sont un fléau. À Orléans, par exemple, les habitants déversent leurs immondices sur les îles de Loire pour élever leur niveau et les consolider. En 1581, à Blois, il est enjoint de porter à la rivière, de nuit, tous les immondices provenant des maisons infestées. Avec le séjour de la cour, 3 ans plus tard, le conseil de ville décide d'enlever chaque jour les débris pour les jeter dans la Loire par-dessus la grande arche du pont. Le franchissement du fleuve est vital pour l'économie. À la fin du XVe siècle, 8 ponts seulement traversent la Loire, entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire. Pont-levis, maisons, boutiques et toilettes publiques appelées chambres aisées y sont présents. À Orléans s'y trouve même un hôpital. À Tours et à Blois, on y voit une chapelle. Les nombreuses installations rendent la circulation difficile. En juin 1623, à Angers, un échevin déplore l'incommodité dont souffre le public pour passer d'un côté de la ville à l'autre par le grand pont. Si bien qu'au jour de marché, il s'y trouve un tel nombre de charrettes qu'il est impossible ou très difficile de passer à cheval ou à pied. Des moulins pendus sont parfois fixés au pont. D'autres flottent sur des bateaux attachés aux piles. Des ponts servent également pour l'installation de pêcheries. La motte des chalands percés ou des poissonniers à Orléans évoque cette activité. Les ponts font l'objet d'un soin continu. Ils souffrent des inondations, des embâcles et des guerres de religion. Les villes, avec leurs échevins, gèrent l'entretien et leurs habitants veillent à la sécurité. À la Renaissance, la Loire, ses ponts et ses berges fourmillent d'activités nombreuses et variées et sont au cœur de la vie des riverains et de l'économie du pays.